Chaque fois que je m'attaque à un film, on dirait que je m'attaque à une fille. On la rencontre, on la désire, on lui fait la cour, le bon moment. Ensuite, on déchante. Chaque fois, j'ai la même impression, le cafard après chaque film. Tu apprendras à aimer un de ces jours et à plaquer après. Tu crois? Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Qu'est-ce que c'est que ce métier? Où tout le monde couche avec tout le monde, où tout le monde se tutoie, où tout le monde ment. Mais qu'est-ce que c'est? Vous trouvez ça normal? Mais votre cinéma, moi je trouve ça irrespirable. On est à la recherche des films perdus. Plus exactement, des films qui n'existent pas. Pendant tout le mois d'août. Ah bon? C'est très gourmand. Non. Non. No more film. You have no more film to make this picture. All right. Buonasera, è il mio film più bello. È il mio film più bello. È il mio film più bello. Ce sera l'histoire d'un film qui n'a pas d'existence réelle. Monsieur Lang, on est prêt. Merci. Silence, on tourne. Silenzio si gira. Silenzio. Camera. Le cinéma retrouvé. Moteur. Motore. Michel Bouju, Arnaud Laporte, Christine Robert. Tac. Odissea 14.702 prima. Avanti. Azione. Aujourd'hui, dans le cinéma retrouvé, Louis-Ferdinand Céline et le voyage au bout de la nuit. Céline, qui aurait tant voulu que son roman devienne un film. Il faillit du reste le devenir dans les années 30 grâce à Abel Gans, le cinéaste visionnaire de Napoléon. Gans en établit un premier découpage qui semble avoir disparu depuis. Par la suite, nombre de metteurs en scène rêvèrent à leur tour d'adapter le voyage au bout de la nuit, en vain. Pour nous parler ce soir de ce film virtuel, de ce film fantôme, le dessinateur Jacques Tardy, qui lui, pourrait-on dire, a mis en scène le voyage en intégrant ses dessins dans le corps même du roman de Céline, inventant cadrage, éclairage et découpage. Mais pour commencer, dans les années 60, Pierre Dumaillet interviewait Céline pour l'ORTF. Louis-Ferdinand s'y souvient du docteur Détouche et de la genèse du voyage. C'est-à-dire que je suis parti dans l'écriture des livres sans vouloir obtenir une notoriété quelconque. Je pensais simplement en tirer un honnête bénéfice pour me payer un petit appartement dont j'avais bien besoin à l'époque. Et puis les choses se sont développées de telle façon que la vie du médecin, d'humble médecin, est devenue impossible et m'a compliqué de plus en plus la vie, si bien que j'ai été de difficulté en difficulté. Et puis jusqu'au moment où je me suis permis de m'occuper de politique, et ce fut évidemment le signal d'une orvée, d'un maladie qui me poursuit encore. Vous voyez qu'on y prendrait un petit intérêt, comme on prend un intérêt à lire une nouvelle ou une petite ou le journal, et puis que, ayant vendu suffisamment de ce petit livre, Le voyage au bout de la nuit, eh ben, je retournerai à ma médecine tranquillement, avec un appartement dont je n'aurais pas besoin de payer le terme. Parce qu'à ce moment-là, encore, on avait la hantise du terme. On ne l'a plus, puisqu'on n'en paye plus. Mais enfin, j'avais la hantise du terme que j'avais hérité de mon enfance. Et j'ai toujours eu les gens hantés par le terme. J'ai dit, ce serait une hantise de moi. Alors, voilà, c'était pour ma tranquillité que j'ai écrit Le voyage au bout de la nuit. Et certainement pas ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Le contraire. Et donc, à ma grande surprise, et elle dure encore, figurez-vous, c'est la même. Oui, je crois être encore surpris par ces retentissements. Alors, Jacques Tardy, vous avez illustré Le voyage au bout de la nuit de Céline. Et quand on regarde attentivement vos dessins, page après page, on se dit que vous avez fait œuvre de cinéaste.
c'est pas exactement ce que j'ai voulu faire. Moi, ce que j'ai voulu, c'est garder tout au long du livre une idée du rythme, c'est-à-dire me rapprocher le plus possible du rythme du livre. Bon, on sait que Céline était très attachée à cette histoire de rythme, de ponctuation. Il parlait de sa petite musique, etc. Alors, c'est ce que j'ai voulu faire dans la distribution des images, des illustrations tout au long du livre, avec des doubles pages, des images verticales, horizontales, etc. Et en rajoutant aussi une ponctuation supplémentaire à ce texte par l'intermédiaire de culs de lampe que j'ai placés à des fins de phrases qui me paraissaient importantes. Mais j'ai jamais eu l'idée de faire une espèce de storyboard. Non, il ne s'agit pas d'un storyboard, mais n'empêche que quand on feuillette, quand on regarde ces dessins, on se dit, vous parliez du rythme. Le rythme, ça a à voir avec la mise en scène. Oui, tout à fait. Donc il y a un rythme qui est cinématographique. Oui, je pense que effectivement, ce roman a toutes les qualités pour être adapté au cinéma. Si on réduit le roman au niveau de la structure narrative, c'est-à-dire d'un scénario, on a effectivement une histoire linéaire avec le point de vue d'un seul personnage, Bardamu, qui va du début à la fin de l'histoire. On n'a jamais de retour en arrière, ce qui évite toute utilisation de flashback qui alourdit toujours un récit. On a différentes ambiances, différents lieux, et on avance chronologiquement, on avance dans le temps, on fait au fur et à mesure connaissance de nouveaux personnages qui interviennent au bon moment, et surtout, l'histoire est ponctuée, puisque tout à l'heure je parlais de ce problème de ponctuation, elle est ponctuée par les apparitions de Robinson, c'est-à-dire en fait, c'est Robinson, à mon avis, qui fait ce voyage au bout de la nuit. Alors, première apparition de Robinson, première partie du roman, 14-18, première apparition, quand même extrêmement intéressante, puisqu'il vient d'abattre son capitaine. Il vient de tuer son capitaine qui pleurniche et qui appelle sa mère. Deuxième rencontre, Bardamu devient fou, on le retrouve à l'arrière, dans un hôpital, où on essaie de lui redonner un sens patriotique pour le renvoyer au front en le traitant par l'électricité. Il va retrouver Robinson. Ensuite, changement de décor, on part en Afrique, où là, Bardamu croit le reconnaître. Il croit reconnaître Robinson, il a changé de physionomie, il est barbu, il voit dans ses yeux que c'est un type qui a souffert, il est pas sûr de le reconnaître, il se trouve en tête-à-tête avec lui un soir, dans la jungle, dans cette espèce de baraque épouvantable, et il peut pas vraiment le voir parce qu'il y a un espèce de nuage d'insectes entre lui et Robinson. Et le lendemain, le personnage a disparu, il le retrouvera en Amérique, et il le retrouvera dans la dernière partie du roman, c'est-à-dire en banlieue, où on va retrouver Robinson qui essaie de tuer la vieille Enrouille, et il y perdra la vue, n'est-ce pas? Donc il va se trouver dans le noir. Pour se souvenir et pour le plaisir, le tout début du Voyage au bout de la nuit, lu par Michel Simon, un enregistrement de 1953. Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais jamais rien dit, rien. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant à Carabin, lui aussi un camarade. On se rencontre donc place Clichy. C'était après le déjeuner. Il veut me parler, je l'écoute. Restons pas dehors, qu'il me dit rentrons. Je rentre avec lui. Voilà. Alors, on remarque qu'il n'y avait personne dans les rues à cause de la chaleur. Pas de voiture, rien. Quand il fait très froid non plus, il n'y a personne dans les rues. C'est lui-même que je m'en souviens qui m'avait dit à ce propos. Les gens de Paris ont toujours l'air d'être occupés, mais en fait, ils se promènent du matin au soir. La preuve, c'est que lorsqu'il ne fait pas bon à se promener, trop froid ou trop chaud, on ne les voit plus. Ils sont tous dedans à prendre des cafés crèmes et des bocs. Bien fiers alors d'avoir fait sonner ces vérités utiles, on est resté là assis, ravis, à regarder les dames du café. Justement, la guerre approchait de nous deux sans qu'on s'en soit rendu compte. Et je n'avais plus la tête très solide. Et puis j'étais ému aussi parce que le garçon m'avait un peu traité de sordide à cause du pourboire. Enfin, bon, nous nous réconciliâmes avec Arthur pour finir, tout à fait. On était du même avis sur presque tout. C'est vrai, t'as raison, somme que j'ai convenu, conciliant, mais enfin,
On est tous assis sur une grande galère, on rame tous à tour de bras. Tu peux pas venir me dire le contraire. Et qu'est-ce qu'on en a? Rien. Des coups de trique seulement, des misères, des bobards et puis des vacheries encore. On travaille, qu'ils disent. C'est ça encore qui est plus infect que tout le reste de leur travail. On est en bas dans les cales à souffler de la gueule, puant, sointant des rouspilleuls, et puis voilà, en haut sur le pont au frais, il y a les maîtres qui s'en font pas, avec des belles femmes roses et gonflées de partout sur les genoux. On nous fait monter sur le pont, alors ils mettent leur chapeau de forme, et puis ils nous en mettent un bon coup de la gueule comme ça, bande de charognes, c'est la guerre qu'ils font. On va les aborder, les saligots qui sont sur la patrouille numéro 2, et on va leur faire sauter la caisse. Allez, allez, il y a tout ce qu'il faut à bord, tous en cœur. Gueulez voir d'abord un bon coup et que ça tremble. Vive la patrouille numéro 1, qu'on vous entende de loin. Celui qui gueulera le plus fort, il aura la médaille et la dragée du bon Jésus. Nom de Dieu. Et puis ceux qui ne voudront pas crever sur mer, ils pourront toujours aller crever sur terre. Et c'est bien fait, plus vite, encore qu'ici. C'est tout à fait comme ça que m'approuvait Arthur. Décidément devenu facile à convaincre. Mais voilà-t-il pas que, juste devant le café où nous étions attablés, un régiment se met à passer. Et avec le colonel par devant, sur son cheval. Et même qu'il avait l'air bien gentil et richement gaillard, le colonel. Moi, je ne fis qu'un bond d'enthousiasme. Je vais voir si c'est ainsi que je criai à Arthur. Et me voici parti m'engager. Et au pas de course encore. C'est rien con, Ferdinand, qui me crie, lui, Arthur, au retour, vexé sans aucun doute par l'effet de mon héroïsme sur tout le monde qui nous regardait. Ça m'a un peu froissé qu'ils prennent la chose ainsi. Mais ça ne m'a pas arrêté, j'étais au pas. J'y suis, j'y reste, que je me dis. On verra bien, et navet, que j'ai même encore eu le temps de lui crier avant qu'on tourne la rue avec le régiment derrière le colonel et sa musique. Ça s'est fait exactement ainsi. Alors, on a marché longtemps. Il y en avait plus qu'il y en avait encore des rues. Et puis, dedans, des civils et leurs femmes qui nous poussaient des encouragements et qui lançaient des fleurs, des terrasses devant les gares, des pleines églises. Ah, il y en avait des patriotes. Mais pour vous, il n'y aurait pas de contre-indication à ce qu'on en fasse un film? Absolument pas. Tout est en place. Tout est en place. Le personnage, ce point de vue unique, des décors et des situations extrêmement riches. Je vois très bien, je visualise très bien le début, la place Clichy, les deux personnages en train d'échanger des propos incohérents sur la politique, la situation, etc. Le régiment de cuirassiers passant. Je vois très bien Bardamus en allant, suivant ce régiment, les gens agitant des fleurs, etc. Il y a de moins en moins de civils, les portes de la caserne se referment, elles se rouvrent sur la guerre. Ce sont les tout premiers jours de la guerre, il fait encore beau, on n'a pas encore creusé de tranchées. C'est d'une richesse totale au niveau ambiance et image. N'empêche que vous en parlez en cinéaste. C'est l'œil du cinéaste. Vous dites « je vois ». Oui, je les vois, les images. Je vois très bien si je devais faire ce film, je vois très bien comment je placerais la caméra et comment je ferais les enchaînements de séquence à séquence. Jacques Tardy, vous dites que vous voyez les images et puis vous nous les avez données à voir dans cet album. Mais il y a une dimension qui est quand même absente, malgré la mise en page et les ponctuations des culs de lampe. Le problème, c'est une absence de mouvement. Alors au cinéma, est-ce qu'il faudrait une caméra sur l'épaule? Est-ce qu'il faudrait des travelling? Est-ce qu'il faudrait des plans fixes? Comment vous le voyez, cela? Je sais pas, j'ai pas d'idée précise, mais je vois, moi, des mouvements de caméra précis par séquence. Hein? C'est-à-dire ce départ de la place Clichy à la caserne. Je me suis amusé à faire des storyboards pour moi, comme ça, si c'était un film, si je devais faire le film comme ça, tout à fait, pour m'amuser. Donc j'ai des idées là-dessus. Il est bien évident que ce film, par exemple, je le verrais en noir-blanc.
je le verrais en noir-blanc. L'idéal serait d'avoir des décors de Trauner, par exemple. Hein. Bon, alors là, on a des tas de références cinématographiques. Ce cinéma français d'avant-guerre et de l'immédiate après-guerre a fourni énormément. Je veux dire, ce genre d'images propres au voyage, ces pavés luisants, ces silhouettes d'immeubles. Moi, quand je vois des silhouettes d'immeubles comme ça le soir, ça me fait quelque chose. La petite fenêtre allumée et tout, il y a une espèce d'émotion. Pour moi, c'est ça, Voyage au bout de la nuit. Hein. Ça, c'est la deuxième partie du roman. Donc, je les vois, ces images. Alors, c'est du Vivier, c'est les portes de la nuit. À un moment, Céline termine un paragraphe comme ça en disant « et les grandes portes de la nuit se refermaient », ou c'est quelque chose comme ça. Le problème, je crois, serait au niveau des dialogues. C'est-à-dire que le roman est très peu dialogué. Il ne faudrait pas tomber dans le piège de faire du Céline, c'est-à-dire de faire de l'Audiard, devenir un petit peu rigolo. Audiard, par parenthèse, très influencé. Qui y a pensé à l'adapter. Oui. Alors dans les cinéastes, il y a eu Abel Gans, qui était, paraît-il, voisin de palier, je ne sais si c'est vrai. On a eu Fellini aussi, je crois. Sergio Leone, alors là c'est Bardamu buvant du Chianti. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Costa Gavras. Oui. Godard. Oui, et Audiard. Et peut-être d'autres aussi. Mais alors, bon, moi, je me réfère toujours au cinéma de cette époque-là, c'est-à-dire ces ambiances misérabilistes avec la fête foraine, alors par exemple qu'on va retrouver dans Panique. Adaptation de Simenon, cette fête foraine qui s'installe sur la place comme ça de petits quartiers de banlieue. Alors d'ailleurs dans le Voyage, on a une espèce de fête foraine complètement déglinguée parce que le propriétaire est parti à la guerre avec un stand de tir qui s'appelle le stand des nations. Dans Panique, on a le tir des nations, c'est l'inverse, je sais plus. Alors il y a des tas de références comme ça dans le cinéma de cette époque-là, c'est-à-dire que le film finalement a été fait. Il a été fait par petits morceaux, par petites séquences. Alors il y a aussi le cinéma colonial de l'époque, la maison du Maltais. Ça passe assez bien aussi dans le film de Tavernier qui s'appelle Coup de torchon. T'es fatigué? Je me sens pas bien. J'ai les jambes en coton. Ah. Bon, t'inquiète pas. Ça va passer, là. Bah, qu'est-ce qui te prend? Je savais bien que je pouvais pas faire autrement. Mais, mon commandant, j'ai eu confiance. Vous n'êtes pas comme les autres blancs. C'est ça ton erreur, vendredi. J'ai cru tout ce que vous m'avez dit. Non, t'as rien cru du tout. T'es en train de mentir, là. Et d'un bon catholique comme toi, ça me chagrine. Le mensonge, c'est un péché. Tuer les gens aussi, c'est un péché. Pire que de mentir. Je vais te dire une chose, vendredi. Et que ce soit ta consolation. Chacun tue ce qu'il aime. Mais vous m'aimez pas, monsieur Cordier. Je vais te dire autre chose. Non, te lève pas. Ça te fatiguerait pour rien. Mieux vaut l'aveugle qui pisse par la fenêtre que le farceur qui lui a fait croire que c'était l'urinoir. Et tu sais qui c'est le farceur? Ah ben c'est tout le monde. Tous les filles de garce qui regardent ailleurs quand la merde te dégringole dessus. Les salopards qui se prélassent dans le pognon, un pouce dans le trou de balle et l'autre dans la bouche en priant le ciel qu'il leur arrive rien. Les empaffés de bourgeois, soi-disant fait à l'image du bon Dieu. Si c'était vrai, j'aimerais pas le rencontrer par une nuit sans lune, celui-là. T'as trop léché le cul des blancs vendredi. Et si tu te fais baiser, tu l'as bien cherché. Tout ça pour te dire que des amis comme toi, voilà ce que j'en fais.
Oui, alors chez les contemporains, il y a ça, donc il y a Coup de torchon, on va retrouver chez Hanno aussi La victoire en chantant, le côté africain. Alors dans Coup de torchon, par exemple, le Noiret, ça serait un Bardamu agissant. Hein. Il commente ses actions, alors que Bardamu, jamais. Ce sont des considérations qui sont tenues par Céline. L'idéal serait que dans le film, dans l'adaptation, ce soit le spectateur qui puisse faire les mêmes constatations. Donc c'est extrêmement difficile. Le problème du dialogue aussi est difficile. Peut-être que l'idéal serait de faire un film muet, je ne sais pas. On ne peut pas penser au texte off. Hein, ça c'est imbuvable. Donc le problème c'est peut-être celui du dialogue. Bardamu est ahuri par ce qu'il voit, il agit très peu. Et comment faire passer par l'image, c'est ce qu'il ressent. C'est-à-dire que l'idée du film, quand même, qui serait imposée, qu'il faudrait s'imposer dès le départ, c'est que ce sont des situations crève-cœur, du début à la fin. N'est-ce pas? Alors, il y a, je ne sais pas si on a cité Fellini tout à l'heure, mais dans Vogue le navire, cette espèce de la façon dont il montre la société comme ça par couches sur ce bateau avec les gens riches sur le pont et les gens les soutiers. Les soutiers. C'est ce que dit Céline quand il parle de son travail. Il dit bon, le lecteur n'a qu'une seule chose à faire, c'est se délecter. Dit-il. Il n'a pas besoin de savoir comment c'est fait, comment je m'y prends. Moi, je suis dans la soute. Voilà. Je suis à la chaudière. Le lecteur, il est sur le pont. Il se promène. Il va discuter avec le commandant. Il va au bar, etc. Voilà. Il n'a pas à savoir comment je procède. Moi, je fais tourner la machine. Alors donc, on a le même genre de comparaison. Alors il y a ça. Je pensais aussi au passage à Détroit, donc aux États-Unis, qui me fait penser à Charlot, à les temps modernes. C'est exactement ça. Je veux dire, par exemple, au niveau de la documentation, moi, je suis parti pour la représentation des usines Détroit des fresques de Diego Rivera, qui avait fait des fresques commandées par Ford et qui sont à Détroit, où il montre la fabrication d'une automobile. Bon. C'est exactement l'ambiance des temps modernes. Seule différence, c'est épouvantable. C'est-à-dire ce que dit Céline dans ce court passage, c'est tout ce qu'on a entendu sur les chaînes de montage, sur les conditions de travail. Hein. Donc ça doit passer sans l'aspect humoristique, rigolo qu'on va trouver chez Charlot. Alors pourquoi Charlie Chaplin est comme ça? Tout simplement parce qu'il est américain. Il est américain, Bardamu, il n'a pas l'énergie, il l'a plus, à quoi bon? Et c'est ce qui doit passer dans le film et à travers le personnage. Il y a aussi des bouffées céliniennes, pourrait-on dire, dans un film qui s'appelle Un carnet de balles. Oui, dans un des sketchs avec Pierre Blanchard, qu'on retrouve médecin véreux, avorteur à Marseille, qui a perdu un œil en Afrique, je crois. Et qui en plus physiquement ressemble un petit peu à Céline, Pierre Blanchard dans cette séquence. Et c'est tout à fait, oui, cette ambiance comme ça, désespérante. Donc la dernière partie du livre, Bardamu, établi médecin en banlieue. Oh, vous n'allez pas changer. La preuve. Mais vous non plus. Ça ne se voit pas trop. Quoi? Mon œil. Mais non. J'ai perdu un œil en soignant un nègre au fond de la brousse. Une goutte de pluie a sauté, alors 300 km à porteur jusqu'à la côte, l'hôpital. Ah, j'ai bien souffert. Pauvre ami. Ami? Ah, ce mot-là me fait un drôle d'effet, Christine. J'ai plus l'habitude, vous comprenez. Et pour vous, Christine, ça s'est bien arrangé? Quoi? La vie? Chacun a sa part de tristesse. Mais je ne me plains pas. Oui, naturellement, quand vous vous comparez à moi, par exemple, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Voilà où j'en suis. Et même plus bas.
De dégringolade en dégringolade. Ah, si vous saviez. Vous ne pouvez pas croire, hein. L'homme qui vous a reçu tout à l'heure, qui vous a parlé salement, et celui qui essayait de danser avec vous il y a... Presque 20 ans. Eh bien, c'est le même. Ouais. 20 ans. Alors, il y a ça, il y a ce côté crève-cœur, ce côté désespéré, puis il faut quand même pas oublier que chez Céline, il y a aussi un côté truculent, hein, qu'on va peut-être plus trouver dans Mort à crédit que dans Le Voyage, d'ailleurs. Mais il y a aussi une tendresse à l'égard des enfants. Il y a la séquence absolument poignante avec le petit Bébert, le neveu de sa concierge qui est malade, qu'il essaie de sauver. Ça aussi, c'est formidable, c'est extrêmement cinématographique. Et là, il y a un cinéaste qui a pensé probablement à ça. Bébert, l'enfant, c'est Bertrand Blier dans 1, 2, 3 Soleil. Oui, le personnage du vieux Ronchon, joué par Jean-Pierre Mariel à Marseille, et qui accueille justement, qui se comporte avec beaucoup de compassion avec un petit enfant algérien. Tout à fait. Tenez, moi qui vous parle. Je me suis pris d'affection pour mon cambrioleur. Pourquoi vous êtes gentil avec moi comme ça? Les autres me tirent dessus quand je vais voler chez eux. T'as qu'à pas voler chez les autres. T'as qu'à voler que chez moi. Comment tu t'appelles? Tajdoudine. T'es né dans la cité? Oui, bâtiment F, appartement 318. Et tes parents, ils sont nés où, tes parents? Aux Comores. Dans l'océan Indien? C'est des îles. Tu es la chance de mon pays, Tajdoudine. Quand tu seras grand, il faudra que tu te maries avec une Française. Et puis que tu lui fasses un petit. D'accord? D'accord. Tu me donnes ta parole? Je te donne ma parole. Bien blanche, la Française. Ouais. Avec des gros nichons. Ouais. Alors ça, il est évident que dans les cinéastes contemporains, Bertrand Blier serait le réalisateur désigné. Il revendique d'ailleurs l'héritage célinien, lui, complètement. Il dit qu'il s'y replonge. Mais est-ce qu'il y a eu chez vous, à un certain moment, ou encore aujourd'hui, un désir de le faire, ce film, vous? Parce que toute la réflexion que vous manifestez... Si on me donnait le budget du pont de la rivière Kouai en me disant, faites ce que vous voulez, il est bien évident que j'essaierais d'adapter Voyage au bout de la nuit. Ce serait une vraie tentation. Tout à fait, oui. Ah oui, je ne chercherais pas à faire autre chose. Alors, est-ce que vous avez le sentiment qu'un homme et un cinéaste comme Abel Gans eût été l'homme de la situation pour faire le film? Peut-être, oui, on va retrouver des accents céliniens dans J'accuse. Bon, alors, est-ce le sujet? Est-ce 14-18? Il y a ce pacifisme, hein, c'est le sujet même du film. Tous ces anciens combattants 14-18 étaient tous des pacifistes convaincus. Bon, après, chacun a suivi son itinéraire. On connaît celui de Céline. Mais effectivement, dans le personnage central de J'accuse, il y a cette espèce de cri. Je crois que c'est ça. Je crois que Céline, c'est un cri. Voyage au bout de la nuit, c'est un cri de douleur. Et il y a ça dans J'accuse. Le magazine des anciens combattants et victimes de guerre, présenté par Jacques Capdeville. En 1957, une interview d'Abel Gans. Je dois dire que, pressentant la guerre au début de 1939, j'ai exécuté pour la seconde fois le film J'accuse, pour qu'on se souvienne des 12 millions de nos morts de la guerre précédente de 14.
conscient à la fois des nouveaux graves dangers qui menacent aujourd'hui le monde et de la puissance suggestive des images pour les représenter, nous avons ressorti cette œuvre qui date de 17 ans et qui, nous le pensons, sera utile. Avec Mademoiselle Kaplan, qui partage ma vie de lutte et mes idées, nous avons polyvisé les extraits de ce film, c'est-à-dire que nous lui avons donné une nouvelle écriture visuelle qui vient de faire quelques séances expérimentales dans un cinéma à Paris et qui, j'espère, va partir bientôt dans toute la France et peut-être même en Europe, dans une forme de cirque, si vous voulez, enfin une grande salle ambulante et qui aussi, je l'espère, pourra apporter l'intérêt à toutes les provinces françaises que je crois que ce film dégage dans un moment aussi crucial que celui que nous vivons. Une véritable révolution technique. C'est aussi une véritable révolution technique, mais je crois qu'il faut que nous parlions beaucoup en ce moment des dangers sournois de la guerre qui nous menacent. Les techniques de la guerre ont évolué, il n'y a plus de tranchées, mais l'anéantissement nucléaire nous menace. Les spectateurs, quand ils verront ce film, transposeront sur le plan moderne ces images vieilles de 17 ans. Mort de Verdun, levez-vous. Je vous appelle, American soldiers of the Great War, stand up. Deutsche Soldaten des Weltkriegs, steht auf. Ich rufe euch an. On se dit quand même qu'un cinéaste comme Abel Gans, bon, il y a le pacifisme effectivement qui pouvait les rapprocher, Céline et lui, mais il y a quand même une emphase qui ne correspond pas à l'univers de Céline. Oui, mais c'est peut-être pas le réalisateur parfait, formidable pour l'adaptation du Voyage. Vous connaissez l'anecdote selon laquelle Gans et Céline, à une certaine époque, juste après la parution du Voyage au bout de la nuit, c'est-à-dire en 32, vivaient dans le même immeuble, oui, rue Montmartre. Ils se connaissaient sans se connaître, parce que Gans connaissait Destouches, le docteur Destouches. Il ne savait pas que c'était Céline. Je ne sais ce que vaut cette histoire. Katinka la putain, celle qui n'aime le matin, à l'aube-brise crève le grain, ni mon cœur fidèle, ni les roses. You profondis, iop tedium, à la grand-vergue le petit homme, chacun gouelant dans sa monture. Vers 1933, donc on l'a dit, rue du Faubourg-Montmartre, Abel Gans a pour voisin de palier, ou aurait eu pour voisin de palier, un certain docteur Destouches. Et il leur arrive parfois de parler cinéma ensemble, tous les deux. Et il y a du reste dans le Voyage, au bout de la nuit, quelques jugements plutôt raides sur le cinéma, entre guillemets, moyen d'évasion pour les pauvres et avachissement en fosse commune, capitonné, féerique, moite. Ce sont les mots de Céline. Alors un matin donc, Gans frappe à la porte du docteur Destouches. Il est en robe de chambre, il a un livre à la main, et ce livre, évidemment, c'est Le Voyage au bout de la nuit. « Il faut absolument lire ça », lui dit Gans, en montrant le livre sur lequel il a passé une nuit blanche. « C'est un chef-d'œuvre. » Le voisin le regarde un petit peu rigolard et lui dit « Louis Ferdinand Céline, c'est moi. » Alors, anecdote réelle ou apocryphe,
peu importe. Ce qui est important, c'est qu'en mars 1933, Abel Gance envisage une adaptation du Voyage. Un découpage aurait été établi l'année suivante, au dire du décorateur d'Abel Gance, Henri Mahé, qui fut longtemps le trait d'union entre les deux hommes. Céline en aurait écrit lui-même une adaptation dont la trace aujourd'hui semble perdue. En tout cas, l'admiration entre les deux hommes était tout à fait réciproque. « Ne crachez pas sur votre œuvre », écrivait Céline à Abel Gance en 1938, « il restera dans 100 ans bien plus de votre cinéma que de mon gros tambour mortuaire. Vous avez remué des esprits que je ne toucherai jamais. » Alors, dans un manifeste, on peut appeler ça comme ça, à la radio en 1957, Abel Gance, visionnaire toujours un petit peu chimérique et inventeur bien réel de techniques nouvelles de cinéma, semble suivre le conseil de Céline. Il ne crache pas sur son œuvre. Chaque image est une incantation. Tel esprit a été appelé, tel esprit apparaît, disait autrefois Novalis, poète et prophète en toutes choses. Or, tout écrivain de film qui mérite le nom d'auteur appelle cet esprit. Il réussit souvent à le cerner et à l'emprisonner vivant de flamme dans son découpage de scénario. D'où vient que nous n'en retrouvons plus la moindre trace à la projection? C'est que l'auteur de film s'est imprudemment engagé sur le scénic railway de cette extravagante profession. Il va voir stupéfait ses idées poétiques, happées, monter, descendre, tourbillonner dans la fête foraine du marché cinématographique. Les tableaux successifs qu'il a brossés avec amour et minutie, bientôt décortiqués, malaxés, dans l'étrange broyeuse commerciale à démarquer les rêves, vont ressortir comme des oripeaux sous l'aspect atone de petites images standards de calendrier, vues et revues des milliers de fois depuis la roseur arrosée. À l'inverse des papillons, les images de notre auteur vont perdre leurs ailes et leurs diaprures pour retourner à la chenille. De cette métamorphose de chrysalide arbour, le producteur espère chaque fois que ce sera le cocon, car, comme chacun sait, et ceci sans calembour, seul le cocon est payant. Et c'est ainsi que, dans ce déroulement vertical des images, celles-ci, émasculées, rampent au lieu de s'évader de l'écran comme des flammes et des oiseaux de feu. Quant au texte du malheureux auteur, laminé, rajusté, rafistolé, il n'intervient plus dans le labyrinthe de cette mosaïque que comme une sorte de soporifique destiné à masquer au public le néant pompeux des énormes écrans vides d'esprit, de cœur et d'âme. Il y a heureusement d'illustres exceptions. Vous les connaissez, je n'en parlerai donc pas, l'exception confirmant la règle. En ce qui me concerne, j'ai une douloureuse expérience de 46 années de cinéma. Et si j'accepte 4 films, Larousse, J'accuse, Napoléon et Beethoven, je ne puis revoir les autres sans une forme de désespoir dont maintenant vous comprenez les raisons. Vient-il seulement à l'idée d'un seul producteur de me demander de faire un film normal pour un budget raisonnable pour me permettre de vivre? Ce serait trop beau, car on a déjà oublié les temps records de tournage et de budget réduit de mes derniers succès commerciaux comme Le Paradis perdu ou La Tour de Nesle. On me sourit, mais on me laisse mourir. Heureusement, je ne suis plus seul dans cette lutte contre l'océan aveugle des habitudes. D'Argentine m'est venue une aide aussi précieuse qu'inattendue, en la personne d'une jeune femme, Nelly Kaplan, qui par sa conviction, sa fougue, son intuition géniale des images et de leur agencement, m'a retenu sur les bords redoutables du silence désespéré où j'allais me murer. Aussi, en souhaitant que mes amis, les auteurs et les metteurs en scène élargissent leurs yeux et fassent le point sur le cinéma de demain, je me permettrai cette boutade. Faire du cinéma normal lorsqu'il y a la polyvision, c'est vouloir prendre un fiacre lorsqu'une auto vous attend à votre porte. Le temps de l'image éclatée est venu.
Tout à l'heure, je disais que j'avais pas grande idée sur l'interprétation. Bon, je sais que Céline pensait à Michel Simon. Alors, Michel Simon nous ramène quand même à Renoir. Il ne faut pas oublier Renoir, qui aurait été aussi un bon réalisateur. Le Renoir de Boudu sauvé des eaux, par exemple, avec un petit peu de La Bête humaine, un petit peu de La Grande Illusion, et on a Le Voyage. Gabin aurait pu faire quelque chose. Oui, Gabin jeune, oui. Gabin jeune eût pu être un Bardamu. Oui, tout à fait. Le Gabin de Pépé le Mocco, par exemple. Mais les actuels, les acteurs d'aujourd'hui, je vois pas. Peut-être Lucchini, qui a un petit air de ressemblance, une petite folie dans l'œil qui fait penser à Céline. Et c'est peut-être plus une ressemblance avec Céline lui-même. Céline aurait peut-être bien aimé qu'il y ait aussi un acteur qui s'appelle Le Vigan. Oui, copain, Lavigue, son copain. Je sais pas, non, parce que le Vigan était quand même essentiellement fou furieux. Bardamu reste calme. Moi, je vois un personnage assez osseux, comme ça. Alors, le Vigan aussi, il était, mais calme. Alors que chez le Vigan, il y a une espèce d'agitation permanente. Je pensais, dans les acteurs contemporains, peut-être Jean-Marc Barr, hein, qui a ces espèces de silence un petit peu inquiétants. Mais bon. On joue depuis tout à l'heure, Jacques Tardy a cherché qui pourrait bien ou qui aurait pu. Alors, vous avez cité Chenal, vous avez cité Duvivier, vous avez cité Renoir. Ça m'amène deux questions. La première, c'est est-ce que Céline, lui, allait au cinéma ? Est-ce qu'on peut retrouver quelque chose du cinéma dans Le Voyage ? Oui. Dans la deuxième partie, quand il retrouve le docteur ou professeur Parapine qui s'occupe d'une maison de débiles mentaux, il les emmène au cinéma pour les calmer. Et vous croyez que Céline allait au cinéma pour se calmer ? Peut-être. Il en aurait peut-être eu besoin. Alors la deuxième question, c'est plutôt une suggestion. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, si le film avait dû se faire quasiment au moment de la publication du roman? Ah oui, bien sûr, ça c'est l'idéal. C'est l'idéal, mais on en parle aujourd'hui en 94. Bien entendu. C'était la façon peut-être d'être juste et d'être tout à fait, dans le temps. Tout à fait, parce qu'en faisant aujourd'hui, en tournant Le Voyage, qu'est-ce qu'on va faire ? On risque de parodier ce cinéma. De faire à la manière d'eux. Oui, c'est ça. Mais bien entendu, il aurait fallu le faire à l'époque. Mais bon, on sait que Céline cherchait à vendre son scénario, donc il y a eu Abel Gance, il a démarché à Hollywood, paraît-il. Imaginons le cinéma hollywoodien rachetant les droits et réalisant ce film. Donc c'est le cinéma hollywoodien des années... Bon, il doit démarcher dans les années, à l'époque où il était à la Société des Nations, c'est-à-dire en 1935, quelque chose comme ça. Donc, est-ce qu'on a le jeune Gary Cooper, hein, dans le rôle de Bardamu, reconstitution de Paris en décor avec des rues voûtées et des charrettes de foin, comme dans la plupart des films américains. Bon, heureusement que ça s'est pas fait. Sinon, ça aurait été ça, quoi. C'est sûr que pour l'image et la profondeur, comme ça, l'authenticité, il faut que ce soit réalisé il faut que ce soit franchouillard, quoi. Il faut que ce soit vraiment qu'on ait les deux pieds bien dans la merde et bien de chez nous, quoi. Il faut que ce soit vu par quelqu'un du cru. Alors on voit mal, c'est pour ça que je vois mal Sergio Leone ou Fellini. Donc il faut vraiment le petit bistrot, l'ambiance comme ça. Puis alors, image formidable aussi, éminemment cinématographique, la fin du voyage. Troner, l'écluse, les ouvriers partant à l'usine, c'est Le jour se lève, on a oublié tous ces titres de films, le meurtre, il y a aussi un côté, il y a une séquence qui est presque une séquence de film policier, après cette fête à Clichy où la Madelon retrouve Robinson, personne n'arrive à dérider cette fille qui a mauvais caractère et qui est jalouse et qui en veut à
Robinson, et elle finira par le tuer dans un taxi. Ça, c'est une séquence tout à fait de polar. Il meurt dans un espèce de bistrot sordide au bord du canal. Le jour se lève. Le jour se lève et on voit tous les ouvriers comme ça qui partent et qui ont des tronches cadavériques avec leur vélo comme ça. Là, je la vois à l'image, je vois le canal, les cheminées d'usine dans le fond. Enfin, je veux dire, le décor, on l'a déjà vu, on l'a en tête. Pour poser une question un peu sacrilège, si on adaptait le voyage aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait le transposer à notre époque? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir aujourd'hui non plus. Oui, mais là, je crois pas, parce que c'est vraiment, c'est marqué. Non, il faut garder. Non, il faut garder. Ce serait sacrilège, alors? Oui, tout à fait. Tout à fait. Là aussi, il est bien évident qu'il n'y a pas de contre-indication, mais je vois pas l'intérêt. Parce qu'on se priverait, justement, de ces images. Là, ça serait une autre démarche. Moi, je pense image avant tout, puis ce cinéma, c'est quand même ça aussi. Et c'est à ce moment-là que je revois Trauner, je revois ces immeubles, je revois certaines images, Le jour se lève et compagnie. Alors, film français ou film américain, film plutôt français qu'américain, jusqu'à sa mort, en tout cas, Céline aura espéré voir son voyage au bout de la nuit porté à l'écran. Et dans une interview de 1960, c'est-à-dire un an avant sa mort, il suggérait à son interlocuteur 2 scènes à filmer qui ne figurent pas dans le livre, en guise de prologue et d'épilogue. L'interview est lue par Féodor Atkin. Alors voilà, en juillet 14, nous sommes avenue du Bois, nous avons là 3 Parisiennes assez nerveuses, des dames de l'époque. Et alors on entend, mon Dieu, ce qu'elles disent. Et passe dans l'avenue du Bois, passe dans l'allée Cavalière, un général et son officier d'état-major qui suit par derrière à cheval. Alors on entend une musique dans le lointain, une musique sonnante, guerrière. Alors la première des dames dit vous croyez, oui, vraiment oh oui, avec cette guerre, ils nous assomment, ma chère amie. Les promenades militaires maintenant, le soir, ça a l'air de quoi? C'est une guinguette, ce n'est pas possible. À Longchamp, la dernière fois, j'ai vu les soldats avec ce qu'ils appellent bourguignottes, des espèces de casques. C'est pas croyable, c'est très laid, ils s'en les disent. C'est ça qu'ils appellent faire la guerre. C'est ridicule, n'est-ce pas? Ridicule. Et puis, il y a la mobilisation. Bien. À ce moment-là, vous rentrez dans le voyage. Là alors, c'est où les héros du voyage partent à la guerre. Ça fait partie du grand film. Faut du pognon pour ça. Hein. Puis alors, la fin. Alors là, je vous laisse une partie rêveuse. Et puis cependant, vous pouvez représenter peut-être un paysage de la Meuse, là où j'ai commencé la guerre d'ailleurs. Tout doucement, vous commencez à faire partir le roulement de la canonnade. C'était un roulement... Bolon. 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 Le livre se termine en paroles philosophiques. Ça se termine pour le livre, mais pas pour le cinéma. Alors au cinéma, voilà. Je voyais une terminaison. Celle-ci. Il y a un vieux bonhomme, qui est Michel Simon dans mon esprit, qui est gardien du cimetière militaire. Bah, il est vieux maintenant, il a 70 ans, il peut plus. On a bâti pour lui une cabane aux environs de Verdun, quoi. Une cabane. Et alors de cette cabane qu'on lui a laissée, il fait un peu buvette aussi en même temps. Et puis il a un gramophone. Et alors de l'époque, hein. Alors dans la buvette, eh bien, il donne à boire aux gens qui viennent, et il raconte son histoire à beaucoup de gens, et on voit la buvette. Et alors il y a les gens qui viennent, il y en a beaucoup qui venaient, qui viennent plus, pour voir les tombes des chers disparus. Alors ils viennent, et justement il y a une bonne femme qui vient, une américaine, une très vieille américaine qui dit,
Je voudrais voir mon ami John Brown, mon cher oncle qui est mort là-bas. Vous n'avez pas? Oh, il dit, ça c'est dans les registres. Attendez, je vais regarder. Ah, je vais vous montrer le registre. Et il dit, ah, je le tenais bien, ça faut être juste, hein. Voyons, Brown. Ah oui. Oh, bah, vous savez, c'est au cimetière des Fauvettes, là-bas. Dame, c'est difficile à retrouver, maintenant. Non, tenez, lui, là, avec sa femme et les enfants. C'est amusant, les tombes. Ils vont remettre ça en ordre. Et puis alors, vous comprenez, moi, je peux pas, je vous le dis, c'est pas la peine, madame, je vous assure. Vous vous engageriez là-dedans, et ben, vous savez, pour le retrouver... Oh, il est bien là, dans mon registre. Mais là-bas, vous savez, il y a très longtemps que j'ai été là. Oh, c'est très loin. L'Américain, c'est à gauche, au moins 2,5 km d'ici. Mais je peux toujours vous servir ce qu'il y a. J'ai de la grenadine, du bière citron... Vous allez voir, je vais vous faire un peu de musique. C'est pas rigolo? Tiens, un peu de musique. Ah, il était bon, ce gramophone-là. Il était parfait, hein? Ah, il était d'époque. On joue les disques de l'époque. Mais alors, de l'époque, n'est-ce pas? Bien Poupoule, Maton Quinoise. Ah, c'est gai, ça, c'est drôle. Est-ce que ça a mauvaise presse, au jour d'aujourd'hui, d'illustrer Céline? Oui, ça a mauvaise presse. Ça a mauvaise presse parce que Céline se trimballe à juste titre une très mauvaise image de marque, celle des pamphlets. Alors, il est bien évident que ça a mauvaise presse. Bon, je connais des tas de gens qui se refusent la lecture de Céline pour cause de pamphlets. C'est très bien, je veux dire, ça part d'un bon sentiment, mais je trouve ça un petit peu bête. Alors, je l'ai fait lire à des gens comme ça qui se refusaient cette lecture et qui, ma foi, ont dévoré tout ce qui traînait. Mais il est bien évident que les pamphlets sont tout à fait abjects. Le voyage, Jacques Tardy, n'est qu'un des 4 romans, donc, de cette œuvre romanesque que vous aimez. Est-ce que, à votre connaissance, les 3 autres romans, est-ce qu'il y a eu des projets d'adaptation au cinéma pour ces autres romans? Oui, je sais que Stévenin voulait adapter Nord, je crois, et Maurice Ronet aussi. Nord ou D'un château l'autre. Il y a eu des projets concernant Nord et D'un château l'autre. Mais alors ça, vraiment, je vois pas. Là, je vois Mort pas. à crédit, non? Non, je crois pas. Mais Nord et D'un château l'autre font partie de la période d'après, chronique. Ouais. Je suis chroniqueur, nous dit-il. Voilà, nous avons fait notre devoir. C'est comme ça que Céline termine un entretien. Merci Jacques Tardy, ça aussi c'est une belle chute pour nous. Mais pour finir tout à fait, Céline, encore une fois, mais en musique, une chanson écrite et interprétée par Céline, Le Règlement. Je te trouverai charogne un vilain soir, je te ferai dans les mires 2 grands trous noirs. Ton âme de vache dans la transe peut prendre à du chaud. Tu verras cette belle assistance, tu verras voir comment que l'on danse au grand cimetière des bons enfants. Mais voici tant d'enfance et son petit Léo. Voici Clémentine et le vaillant Toto. Faut-il lire à C'était Le Cinéma Retrouvé, une émission de Michel Bougeux et Arnaud Laporte, réalisée par Christine Robert, avec la collaboration d'Éléonore Bailly, Sophie Le Poivre et Bertrand Michel, avec Alina, Yves Builly, mixage Jean-Michel Després et Jacques Vincent. Depuis des pays que tu râles, que t'es cocu, que je suis ton voyou responsable, que t'en peux plus. Va proloper l'occasion unique de respirer. Viens voir avec moi si ça pique aux grandes ossellettes du Saint-Mandé. Viens voir avec moi si Et demain, dans Le Cinéma Retrouvé, un film de René Clair en 1939, resté à l'état de scénario, Air pur, avec comme invité Olivier Barrault, essayiste, critique littéraire à France 3 et France Inter,
co-auteur avec Raymond Chirat d'un livre récent sur les acteurs français de l'entre-deux-guerres et de l'après-guerre, Gueule d'atmosphère. Ce sera demain à 18h45.